Alors, pour la suite, Daniel, eh bien, c'est une surprise que je vous ai faite, absolument. Une surprise. Je suis allé interviewer une personne que vous connaissez très très bien. Béatrice Dombasle. C'est une surprise. Je l'ai dit trop tôt. Voilà, je suis allé interviewer une actrice qui signe là son premier long métrage, que vous connaissez très bien, Béatrice Dombasle. Béatrice Dombasle, tiens donc, quelle surprise. Voilà. Béatrice est une artiste tout à fait tonifiante, poignifiante, Même. tout à fait touchive. Et je dirais même que c'est une artiste qui a beaucoup de chance, parce qu'elle allie à la fois talent, beauté et humour. 28 entrées pour la dernière séance. C'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Ce sont des fous, monsieur et les gens d'à côté. Des fous. Quelquefois, on les entend crier toute la nuit. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la TV. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Je sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo. Il n'y a pas de malaise. Ou bien ce sont des chiens perdus. Des centaines de chiens perdus qui hurlent à la mort toute la nuit. Bienvenue dans Le Grand Silence, le podcast des films dont on ne parle pas assez, alors qu'il y a pourtant beaucoup à en dire. Actrice, chanteuse, comédienne de théâtre, meneuse de revue au Crazy Horse ou encore créatrice de parfums chez Mauboussin, la carrière d'Arielle Dombasle est riche et protéiforme. Elle est également réalisatrice de 5 longs métrages et 2 documentaires, à travers lesquels on découvre tout l'éclectisme de son univers. Cet épisode sera donc une immersion totale dans l'œuvre d'une cinéaste inclassable qui vous fera voyager du Mexique à Venise avant de remonter le temps jusqu'au Paris de l'entre-deux-guerres pour finir aux côtés de la haute société française du milieu du XIXe siècle. Et pour démarrer ce voyage dans les meilleures conditions, nous allons commencer par vous présenter ceux qui vous accompagneront pour votre découverte ou redécouverte de l'univers dombalien. Sans Benjamin, nous ne serions sans doute pas réunis pour enregistrer aujourd'hui. Créateur de ce podcast, grand maître des horloges dont les décisions sont à la fois craintes et respectées, il pourrait être le gourou personnifié par un Pierre Van Eyck survolté dans les Pyramides Bleues. Ou encore, dans un registre plus entre guillemets sobre, le dieu Horus tel que l'a incarné Jean-Pierre Léaud dans Alien Crystal Palace. Mais, connaissant sa modestie, il préférera sans doute n'être que Honoré de Balzac, déambulant sous les traits de Michel Faux auprès de la princesse de Cadignan et de ses contemporains, dans un univers dont il est à la fois le témoin privilégié et le grand ordonnateur. Eh ben... Oui, en toute simplicité. Mais ma modestie apprécie. Qu'elle en soit remerciée. Si Paul était un personnage dombalien, ou dombalesque, il serait peut-être Pascal Grégory dans Chassé-Croisé. À moins qu'il ne préfère être Pascal Grégory dans les Pyramides Bleues. Voilà, j'ai juste pensé que ça ferait plaisir à Paul d'être Pascal Grégory le temps d'un podcast. Ah oui, totalement. Et puis, entre 2 films de la divine Arielle, notre ami Pascal tournait chez Rohmer, ou encore dans les courts-métrages de Rosette, actrice vue autant chez Rohmer que chez Arielle, quand il ne joue pas dans le clip d'une chanson de Rosette, Bois ton café, réalisé par Éric Rohmer. Au passage, une chanson qui reste bien dans la tête. Oui, oula, oui. Oui, en définitive, le cinéma d'Arielle Dombasle, c'est, comme ce podcast, une petite famille. Bonjour Paul. Bonjour. Une très belle présentation, merci. Y a pas de quoi. Dans la constellation d'Arielle, Lucie serait l'un des nombreux artistes des années folles qui peuplent la tragique histoire de Jean Cocteau et Raymond Radiguet, telle qu'elle nous est racontée dans Opium. Man Ray, Coco Chanel, Marie-Laure de Noailles ou Gabriele D'Annunzio, à moins qu'elle ne préfère être Dolores Rivers. Je cite, la vidéaste la plus douée de sa génération, héroïne d'Alien Crystal Palace. À elle de choisir. Bonjour Lucie. Bonjour et je vais décider de pas choisir. D'accord. C'est un choix que nous respectons. Et moi, Martin, je serai sans doute le prince de Cadignan. À ma connaissance, mon seul point commun avec Hippolyte Girardot serait de n'avoir aucun lien de parenté avec Annie Girardot, comme le précise la toute première ligne de sa biographie sur Wikipédia. Seulement, comme son personnage dans le dernier film en date d'Arielle Dombasle, j'apparais brièvement au début de ce podcast avant de disparaître discrètement dans la nuit, n'ayant pas pu me rendre disponible pour l'enregistrement de la dernière partie de l'émission,
la plus flamboyante. Oh, Mais tu nous as manqué, tu sais. Oui, grave. ça c'est clair. Et puis que les auditeurs sachent que Martin a écrit de nombreuses questions qui sont posées. Donc, il était là en esprit. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas que Hippolyte Girardot joue un héros flamboyant dans Les Pyramides Bleues. Donc, Ouais. Un héros belmondien, on peut dire. C'est mieux que le prince de Cadignan qui se tape la mère de sa femme, quand même. C'est vrai. Tu mérites quelque chose de plus flatteur. Je restais juste sur l'idée du personnage qui s'en va, moi. J'ai pas creusé plus que ça. Enfin, comme nous enregistrons ce début d'épisode à quelques jours de Pâques, je me permets de conclure cette introduction par un Easter egg, comme dirait Victor Hugo, en vous citant l'extrait d'une interview qu'Ariel Dombal a donnée peu avant les Jeux Olympiques. « Pour rien au monde, je ne raterai les épreuves de breakdance et de skate, où il y aura filles et garçons. » Génial. Les fans de Jean-Marie Bessette apprécieront ce clin d'œil. Mortel. Mortel. Et pour les autres, vous comprendrez, j'espère, en cours d'épisode. Voilà. Nous allons maintenant entrer dans l'épisode à proprement parler. C'est un épisode assez hybride. À savoir que une partie de cet épisode avait été enregistrée au moment de la sortie du film Les Secrets de la Princesse de Cadignan, et que à l'époque, nous n'avons pas pu sortir. Donc nous l'avons mis de côté, nous ne l'avons pas abandonné, mais nous cherchions une bonne occasion de sortir cet épisode, et cette occasion, nous l'avons eue récemment, comme vous allez l'entendre plus tard. Et donc, par la suite, en ce début d'année 2025, nous avons enregistré une dernière partie de l'épisode que vous entendrez à la fin de cette émission, et l'épisode de maintenant, qui concerne les bandes annonces. Donc, à l'époque, on avait enregistré des bandes annonces, mais forcément, maintenant, elles sont plus d'actualité. Voilà. Donc, jingle bande annonce. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des films qui sortent au mois d'avril 2025. Nous allons tout d'abord vous parler d'un film qui est déjà sorti en salle et qui fait une petite carrière sympa d'ailleurs apparemment, qui s'appelle Lire Lolita à Téhéran, avec Golshifteh Farahani, quelqu'un dont, je pense, vous avez compris, on est plutôt fan ici. Nous allons continuer avec la ressortie en salle d'un téléfilm américain de 1984 qui s'appelle L'Histoire du soldat. Nous continuerons dans un registre très différent avec le film indien Kesari Chapter 2, et nous finirons avec le film Remorse, si je le prononce bien, de Guy Maddin. Et des frères Johnson. Ouais. Ils sont 3, ouais. Voilà. Nous allons donc commencer avec le film Lire Lolita à Téhéran, un film de Eran Riklis avec Golshifteh Farahani, Cœur avec les mains, dont Allociné nous dit « Azar Nafizi, professeur à l'université de Téhéran, réunit secrètement 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elles, lire Lolita à Téhéran, c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. » Bande annonce. Great books are supposed to make you feel uneasy and make you question what you take for granted. Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back. من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد میشه رو بگیرم. فکر می‌کردی همچین اتفاقی بیفته؟ من فکرشو نکردم. ولی باید می‌کردم. Here, we're all together. اگه به این زندگی عادت بکنیم چی؟ با اعتراف به خودم خیانت کردم، به هممون خیانت کردم. همه چیو از من گرفتن. چجوری اینجا بمونم؟ هیچ کس غیر از تو نمیتونه داستان رو تعریف کنه.
Donc, c'est un film qui est sorti en salle le 26 mars 2025, qui est aujourd'hui encore visible dans certaines salles. Et donc, Lucie, tu avais pu voir le film en avant-première. Oui, j'ai eu de la chance. Donc, il y avait une petite projection à laquelle j'ai pu assister, voilà, une occasion. Et du coup, là, oui, pour information, le film, il est sorti déjà il y a presque 3 semaines. Et d'après Allociné, il y a 600 séances prévues dans toute la France. D'accord. Ah ouais, donc ça marche bien. Oui, c'est étonnamment bien distribué. Moi, en fait, j'ai vu ce film-là sans aucun contexte, puisque la presse ne l'avait même pas vu encore. Et donc, j'avais aucune idée de comment il allait être reçu. J'avais pas de biais pour me dire « Ah oui, franchement, tu devrais aller le voir, c'est super bien » ou « Ah, c'est un peu de la merde ». On part souvent avec un biais quand on va voir un film, quand même. On peut pas s'empêcher. On peut pas faire complètement abstraction de la réception, quoi. Et là, pour le coup, page blanche. À moi de me faire mon avis, quoi, c'est clair. Et je suis contente de voir que ça semble bien se passer pour ce film, mieux que je pensais, en toute honnêteté. Moi, je pensais que malgré ses qualités, ça allait être pendant 2 semaines dans des salles d'art et d'essai, et bon, ça a l'air d'être un peu plus que ça, ce qui se passe. Moi, j'ai lu aux dernières nouvelles qu'il avait quand même franchi la barre des 150 000 entrées, ou... Je peux me tromper, mais... Ok. Bon. Pour nous, c'est énorme. Ouais, voilà, c'est pas 5000 entrées ou des bides pas possibles, quoi. Ouais. En fait, comme a dit Martin, ça se passe pendant la révolution islamique de 79, où les gardiens de la révolution islamiste ont renversé le Shah d'Iran. Donc le Shah d'Iran, c'était un arriviste, en fait. Tout le monde voulait qu'il dégage, clairement. Ouais. Sauf que ce qu'on a eu en retour, c'est une dictature, une théocratie pas forcément plus réjouissante, quoi. Alors moi, le contact que j'avais avec l'Iran se limite à la BD Persépolis. Ouais. Honnêtement, c'est une des meilleures œuvres avec lesquelles j'ai été en contact de toute ma vie. Tout support confondu, enfin vraiment... où en fait Persépolis, je rappelle, c'est une œuvre autobiographique de Marjane Satrapi, qui était iranienne. Elle a grandi en plein pendant cette période-là où la théocratie est arrivée, et elle a fini par se barrer en Autriche et puis en France, quoi, où elle vit désormais, et elle a vécu l'enfer, Elle a même tenté de se suicider. C'est un miracle qu'elle a échappé à la mort, honnêtement, quand on voit ce que la vie lui a infligé, quoi. Et donc, je partais avec ça en tête. Le fait que vraiment, c'est un régime qui a complètement brisé la jeunesse de l'époque. Ouais. Et en fait, le film commence par l'histoire d'une prof qui vivait aux États-Unis. Et en fait, elle veut quitter les États-Unis pour rentrer dans son pays, l'Iran, parce que le Shah, il s'est cassé. Donc, elle se dit, chouette, l'Iran, ça va être mieux maintenant, donc je vais rentrer. Excellente idée, parce que quand on connaît la suite, voilà. Mais déjà, elle déchante à l'aéroport, parce qu'elle a ses bouquins dans ses valises. Et le mec de l'aéroport, il tire un peu la gueule quand il voit les bouquins que c'est, genre Lolita. Un bouquin vraiment incompatible avec l'islamisme, je crois qu'on peut le dire. Et en fait, elle va déchanter petit à petit et regretter vraiment d'avoir quitté les États-Unis pour ça, quoi. Sauf que c'est compliqué de repartir, donc elle est un peu coincée, voilà. Et en parallèle de ça, pendant ses cours, il y a des gens qui sont de plus en plus critiques à l'égard des livres. Il y a un mec qui fait tout un speech sur Gatsby le Magnifique pour dire à quel point c'est horriblement décadent. C'est le bouquin le plus abject du monde, Gatsby le Magnifique, quoi. Et donc, on va suivre ce personnage joué par Golshifteh Farahani, qui va se rebeller et créer un club de lecture un peu clandestin, de plus en plus clandestin au fur et à mesure que les réglementations se serrent. On sent vraiment l'étau se serrer petit à petit sur les libertés individuelles et tout ça. C'est très oppressant comme film à ce niveau-là. Ouais. On voit vraiment les dégâts directs. Il y a des personnes qui se font tuer. Il y a des quartiers
qui autrefois étaient vivants, avec des bars, des librairies, etc., qui sont morts, en fait. Donc, on voit bien que ça pourrit la vie des gens, plus qu'autre chose. Et donc, la littérature est une oxygène, voilà, dans un milieu délétère comme ça. Et donc, on va suivre les histoires des unes et des autres du club de lecture. Voilà, donc c'est 6 ou 7 femmes de mémoire qui se donnent rendez-vous tous les week-ends dans un appartement, donc celui de Golshift et Farahani. Et je précise qu'en principe, les gonzesses entre elles, faut pas trop qu'elles se retrouvent. Hein. Faudrait pas qu'elles se mettent à réfléchir ensemble à l'abri du contrôle des hommes. Voilà. Donc normalement, elles sont pas censées faire ça. Et c'est pertinent de voir Golshift et Farahani dans ce rôle quand on connaît. Ouais. Quand on s'intéresse à elle un peu, on sait très bien l'histoire, hein, que c'est une Iranienne qui elle-même a fui pour vivre en France parce qu'elle n'avait pas mis son voile un jour à une conférence de presse et ça a fait un scandale. Donc elle peut plus rentrer chez elle. D'ailleurs, de mémoire, le film a été tourné en Italie, lire Lolita à Téhéran. Voilà, on en est, quoi. Ils peuvent même pas tourner sur place, en fait. Et en fait, Golshift et Farahani, c'est vraiment une actrice qui se bat pour le féminisme et contre l'oppression islamiste complètement phallocrate, quoi. Et ça se voit dans sa carrière. On avait même évoqué Singh et Sabour dans un épisode, qui est précisément un film qui se passe en Afghanistan, où vous avez une épouse au début assez soumise, qui peu à peu se libère sa parole, justement, et se délivre du joug de son mari, quoi. Et ça, c'est un thème qui lui est très cher, hein, très explicitement. Donc, c'était logique de la voir là, et c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que c'est une actrice iranienne, un réalisateur israélien, dans un film tourné en Italie. Enfin, c'est très international, quoi. Et pour information, c'est une adaptation d'un livre autobiographique, voilà. Donc la boucle est bouclée. Le club de lecture a donné lieu à un livre. On voit le livre d'ailleurs dans le film. Enfin, il y a toute une mise en abîme là-dessus. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est un film superbe et qui se limite pas, je trouve, dans ce qu'il dit, dans son propos, à l'Iran. Puisque nous-mêmes, je pense que notre génération, si je puis dire, voit le climat politique, économique, etc. être de plus en plus délétère, d'une autre façon que dans une théocratie. Mais on s'est habitué à vivre avec un climat de plus en plus pourri, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui peut expliquer le succès du film, peut-être, qu'on se retrouve dans ça, quoi, dans ce désespoir des personnages et que la littérature est immortelle. Et ça, c'est fabuleux. Trop bien. Ouais, super. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais essayer de le voir dans les prochains jours. Donc, le film était sorti le 26 mars. Et donc, comme Lucie le disait, il est encore pas mal visible un peu partout. Donc, allez-y. Donc, après ça, on va continuer dans notre exploration des films qui sont déjà sortis, avec le film L'Histoire du soldat, qui donc est sorti la semaine dernière, le 9 mars 2025, et donc il s'agit même pas d'une ressortie en salle, puisque c'est un film qui n'était jamais sorti au cinéma, ou en tout cas en France, ce qui est logique, dans la mesure où c'est un moyen-métrage qui avait été réalisé pour une chaîne de télévision. Donc le film, c'est L'Histoire du soldat, d'après l'œuvre de Igor Stravinsky, et c'est réalisé par un dessinateur, un illustrateur de livres pour enfants, mais très renommé, qui s'appelle R.O. Bleichmann, Robert O. Bleichmann. Et donc, il avait réalisé ce film pour une émission de télé qui s'appelle Great Performance, pour PBS, en sachant que cette émission, c'est une des émissions qui est dans les records de longévité aux États-Unis. Et c'est une émission sur les illustrations du spectacle vivant au sens large. Ça peut être, ils vont montrer des ballets, des opéras, du théâtre. Et donc là, en l'occurrence, c'est un film d'animation. Donc, que nous dit Allociné sur ce film ? La guerre est terminée et
un jeune soldat rentre chez lui. En chemin, il rencontre le diable, avec lequel il conclut un accord. Il échange son violon bien-aimé contre des richesses infinies. Tenaillé par les regrets, le soldat entame un voyage pour retrouver son âme et redécouvrir la vie qu'il a laissée derrière lui. Halt! 10 jours de permission. En pèlerin. Bonjour. Puis-je vous acheter ce violon? Je veux pas le vendre. Vous refuseriez, même contre ceci? Le livre prédit l'avenir. Si tu m'apprends ceci, je t'enseignerai cela. Et ensuite, tu seras millionnaire. Qu'en dis-tu? D'accord. Il a dit seulement 2 ou 3 jours. C'est Fertov, le soldat! C'est plutôt des années qui ont passé et ils me prennent pour un revenant. Excellent, le jeune soldat a été capturé pour l'éternité. Donc, comme je disais, comme ça a l'air d'être une histoire assez classique. Bon, bien sûr, une œuvre de Stravinsky, on se dit, il y a au moins la musique. Ça va être bien, mais la trame est assez classique. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en faire une adaptation, en tout cas en film? Et c'est un film qui est vraiment super intéressant pour ça, parce que ça regorge vraiment d'inventions de toutes sortes, de références. C'est assez étonnant à voir, et surtout en salle. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu au cinéma, et me dire que jusque-là, la majorité des gens qui l'ont vu, ils l'ont vu donc en 1984, c'est-à-dire sur un petit écran de télé. Quand tu vois ça, tu te dis que c'était vraiment gâché, quoi. Au début, on peut craindre un effet un peu plat, c'est-à-dire des dessins vraiment en 2 dimensions. Et au fait, non, dès le départ, il commence à jouer avec la 3 dimensions. T'as vraiment cet effet comme une caméra qui se balade et qui est très très libre. On voit qu'il se refuse pas des mouvements des mouvements de caméra qu'il a envie de faire pour dynamiser son récit. Et c'est une histoire qui se passe donc vers la fin de la Première Guerre mondiale, et on parle des années folles. Et donc il y a vraiment ce côté, cette immersion dans cet univers, dans ce moment de créativité après la guerre, où les gens ont vécu quelque chose d'horrible et veulent surmonter ça en faisant la fête, en mode comme si demain n'existait pas. Et voilà, et donc on voit vraiment le film qui va utiliser plein de moyens pour nous immerger dans cette époque. Donc il y a plein d'inspirations, par exemple de l'architecture ou de l'art déco en général. Il y a des moments où on voit apparaître des peintures de Kandinsky, de Mondrian. Il y a même des archives vidéo qui sont intégrées. Il peut y avoir des archives d'actualité de l'époque. Mais aussi, il peut y avoir un extrait de L'homme à la caméra, de Dziga Vertov. En sachant que dans le film, le personnage s'appelle Vertov. Et voilà. Et après, il y a des moments, il y a des séquences qui sont filmées avec un commentateur radio. Il y en a une autre où c'est filmé comme du cinéma muet, avec vraiment cet effet de cinéma en 18 images par seconde, un peu saccadé. Et comme à la base, c'est une œuvre de Stravinsky, il y a toute une séquence. Donc, je reste assez vague parce qu'il faut vraiment que vous découvriez les séquences. Mais il y a toute une séquence qui est filmée en mode ballet, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les personnages qui bougent comme des danseurs de ballet, qui font des figures de ballet, de danseurs, et c'est vraiment ça regorge d'idées de toutes sortes, quoi, et c'est vraiment super intéressant à voir. Et donc, le film en lui-même, la base, les comédiens qui avaient été choisis, donc le diable était interprété par Max von Sydow. Déjà plutôt un bon choix, oui. Un acteur qui vient de chez Bergman, qui a été après dans L'Exorciste et tout, donc ça va, quoi. Il est bien casté pour le rôle. Et on a aussi le narrateur qui est interprété par André Gregory. Et André Gregory, on le connaît parce que c'est le personnage titre du film de Louis Malle, My Dinner with André. Et donc André, c'est lui. Et dans la version française, le casting est assez fou aussi, parce que le soldat est interprété par Henri Salvador,
mais il a pas énormément de texte. Enfin, c'est pas lui qui donne le plus parce que on est en 84 et le diable est interprété par Serge Gainsbourg en pleine période Gainsbourg. Génial. Donc voilà, donc vraiment le casting parfait. Tu vois qu'il s'amuse, qu'il fait du Gainsbourg. Et après, je voulais juste rajouter un petit truc que je trouvais assez marrant en termes de fun fact. C'est que le narrateur est joué par François Perrier. Et il faut savoir qu'il y a un bail entre François Perrier et Henri Salvador, donc je ne sais pas s'ils se sont croisés pendant l'enregistrement, mais il se trouve que... Alors, Henri Salvador a été en couple avec une comédienne qui s'appelle Jacqueline Porel. En 1939, il est, je crois, arrêté pour désertion, donc il n'est plus avec elle. Après, elle se met en couple avec François Perrier, et au moment où elle se met en couple avec lui, elle se rend compte qu'elle est enceinte. De Henri Salvador. Ah. Oh putain, les boules, c'est horrible. Elle accouche. L'enfant qui naît, c'est Jean-Marie Perrier, qui va devenir un des plus importants photographes de la période Guéillé en France, qui a été en couple avec Françoise Hardy d'ailleurs, avant Jacques Dutronc. D'accord. Et donc, François Perrier va adopter Jean-Marie Perrier, du coup, c'est pour ça qu'il porte son nom, hein, vous l'aurez deviné, et il va dire à Henri Salvador, le gamin, tu l'approches pas, quoi. Donc j'imagine qu'en 84, donc plus de 40 ans plus tard, ça devait s'être calmé entre eux, mais voilà. Donc c'est juste, je trouvais ça étonnant de les voir tous les deux au casting de ce film. Et voilà, donc c'est un film que je vous recommande vraiment, qui est vraiment, vraiment dingue en termes d'animation. Et qui fait en plus, c'est un moyen métrage qui fait 50 minutes et moi j'ai pu aller le voir à ma pause déjeuner au boulot et c'était une super bonne façon de passer ma pause déjeuner. Mais grave, t'as trop de la chance toi. Ouais, de ce côté-là c'est plutôt cool. Donc, sans transition, on va passer dans une ambiance totalement différente au troisième film qui s'appelle Kesari Chapter 2, un film de Karan Singh Tyagi. Je le prononce sûrement très mal et j'en suis désolé. Surtout que s'il est à l'image de ses personnages, je vais me faire défoncer. Bref. Résumé. La vie de C. Sankaran Nair, avocat et ancien président du Congrès national indien, qui s'est également battu pour faire éclater la vérité sur le massacre de Jallianwala Bagh. Voilà. Donc, si je rigole un peu, c'est parce que on a vu la bande-annonce juste avant d'enregistrer. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bande-annonce. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे. They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता. क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस. प्रूफ कहाँ है? Et donc, Benjamin, tu voulais nous parler de ce film. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour les gens qui auraient peur du Chapter 2, en fait, je suis pas absolument sûr de ce que c'est que Kesari, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de série de films nationalistes indiens qui reparlent de grandes batailles réelles ou symboliques, entre guillemets, puisque là, on est dans un film de procès, qui ont façonné l'État indien que l'on aime tous. Oui. Si ce que vous avez préféré dans RRR, hein, c'est plutôt la fin, quand nos deux héros décident de s'allier pour bouter les Anglais en dehors de l'Inde, eh bien, Kesari Chapter 2, ça a l'air d'être pour vous. Donc, de quoi on parle ? On parle d'un événement manifestement important de l'histoire de l'Inde moderne, où l'armée anglaise a tiré sur des manifestants et a fait un massacre vraiment horrible. Et s'en est suivi un procès
où manifestement l'officier anglais s'est comporté comme ce qu'on peut imaginer d'un officier anglais dans un film indien. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a le diable et il y a juste au-dessus, il y a l'officier anglais, quoi. Le diable, il le voit, il l'appelle monsieur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la voix de Gainsbourg. Oh, le délire. Et en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est la tonalité du film, puisque, un film de procès, on voit ce que ça peut être. On pense par exemple à Des Hommes d'honneur avec Jack Nicholson, quand il fait « You can't handle the truth » et tout ça, ce genre de trucs. Sauf que, en plus, il y a ce côté hyper bourrin des films indiens. Et notamment, dans la bande-annonce, on voit la reconstitution de la scène de massacre. Et il y a littéralement une scène où il y a quelqu'un qui se fait couper la jambe en deux par une balle. Et il continue à avancer avec le pied qui reste par terre et le mec en train de ramper. On voit des militaires anglais tuer une fillette à bout portant avec le sang qui gicle sur la caméra. C'est bourrinissime, quoi. Et tous les personnages ont l'air méga virils. Même l'avocat, on a l'impression que c'est un colosse qui est capable de défoncer des piliers à main nue. Ça a l'air extraordinaire. Ouais. Malheureusement, voilà, on sait que ce genre de film en fait est pas super bien distribué. Il y aura quelques séances qui attireront quelques curieux. Maintenant, heureusement qu'on a des sites un peu interlopes qui existent pour pouvoir voir les films quand même. Et puis surtout, on espère qu'il sera disponible en VOD après pour qu'on puisse le voir dans des conditions légales qu'on a envie, en fait. Ouais. Puis c'est un beau moment d'histoire, quoi. C'est important, l'histoire. Avant de passer au dernier film dont Paul va nous parler, on voulait juste signaler que dans le dernier épisode, on avait parlé du film La Légende d'Oshi, qui, je sais plus quand est-ce qu'il était censé sortir, mais la sortie a été repoussée au 23 avril. Voilà, donc on voulait vous signaler que ce film-là va pouvoir être vu enfin. Ouais, et pour le coup, ça c'est vraiment le film que je vais vraiment aller voir ce mois-ci, hein, c'est sûr. Bah, il y a Willem Dafoe. Dans une armure en carton, ne l'oublions pas. Voilà, DC Cinéma. Bref, accent de merde en anglais, tout va bien. Donc, on passe au dernier film, qui est Remorse, Nuit blanche au sommet. Ah ouais. Donc, de Guy Maddin et Evan Johnson et Galen Johnson, qui sort le 7 mai 2025. Donc, le résumé, réunis dans un château en Allemagne pour leur sommet annuel, les dirigeants des pays du G7 s'installent en bordure d'une forêt pour préparer leur déclaration. À la nuit tombée, le groupe constate que le personnel qui les entourait a disparu. En voulant tenter de les retrouver, les 7 politiciens s'enfoncent plus avant dans une forêt qui s'avère pleine de périls et de mystères. Bande-annonce. Regardez-nous, les dirigeants de ces grandes nations réunis. Mais on est aussi réunis pour émettre une déclaration provisoire concernant la crise actuelle, ne l'oublions pas. Il est important de dire ce que l'on pense. Oui, évidemment. Les gens se tournent vers nous pour y voir plus clair. Toute cette pression pèse lourd sur ses épaules. Tu ne peux même pas résoudre tous les problèmes du Canada. Un verre, s'il vous plaît. Oh! Y a quelqu'un? Où est passé tout le monde? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait face à une crise. On le savait déjà. Comment ça se fait que tu es couvert de boue? Il ressemblait à l'homme qu'on a déterré plus tôt. Elle t'a attaqué. C'était quoi? Des terroristes? Il se montrait menaçant. Des manifestants. C'est ce que je me suis dit en premier. Donc, Paul, tu voulais nous parler de ce film. Oui, parce que c'est le nouveau film de Guy Maddin, cinéaste dont j'apprécie beaucoup le taf, je suis pas le seul. Ça reste un cinéaste quand même qui fait des films assez discrètement, on va dire, sauf en festival où là ça cartonne, mais une fois que ça sort en salle, bof. J'ai vérifié là tout à l'heure, mais La Chambre Interdite, son dernier film sorti en France en 2015, avec un casting, on va dire, un casting presque comme ceux de Wes Anderson, c'est vraiment quiconque était un peu connu était là, grosso modo.
Mathieu Amalric, Amira Kazar, Udo Kier, Adèle Haenel était là aussi. Enfin bref, énormément de monde très connu. Bref, donc un cinéaste quand même dont l'œuvre est vraiment méga appréciée. Il a commencé au courant des années 80. Mais ouais, son dernier film en date, sorti en salle en France, en tout cas, La Chambre Interdite, avait fait même pas 2000 entrées. Donc là, pour le coup, alors oui, Guy Madin est quand même surtout connu pour des films quand même très délirants. C'est quand même très fou. Je vais juste dire le pitch vite fait de The Saddest Music in the World. C'est un film qui se passe pendant la Prohibition, donc au tout début des années 30, et c'est au Canada. Il y a une espèce de compétition un peu Eurovision, où il y a des groupes qui représentent chaque pays, enfin un groupe représente chaque pays, et il y a des concours pour faire la musique la plus triste du monde. Et les groupes qui perdent, je crois, sont plongés dans une piscine de bière. Voilà. Et tout le concours est animé par Isabella Rossellini, qui n'a pas de jambes. Et en cours de film, on lui confectionne des jambes en verre creux, et donc ses jambes sont remplies de bière aussi. Enfin, c'est un film incroyable. Et tout le film est tourné un peu comme si c'était tourné à l'époque, c'est-à-dire avec de la pellicule un peu périmée, tout ça, un peu crade, tout et tout. Ah ouais. C'est vraiment magnifique à voir. Et ouais, Guy Madin, il avait aussi fait un film, je sais plus le titre, qui reprenait un peu les films d'alpinistes, les films de montagne, mais du muet, donc vraiment les années 20. Le Pitzpalou, tout ça, de Pabst. Oui, voilà, et donc voilà, il pastiche vraiment comme ça le cinéma plutôt des premiers temps, on va dire. Et là, Rumors, c'est un film qui se passe vraiment dans notre époque contemporaine, avec une image quand même plus réaliste, on va dire. En tout cas, une image beaucoup plus colorée. D'ailleurs, je crois que donc les frères Johnson, ça je les connais pas trop, mais Guy Madin bosse avec eux depuis à peu près une dizaine d'années, et grosso modo depuis qu'il s'est mis à faire de la couleur. Je pense que voilà, si un film de Guy Madin est en couleur, les Johnson doivent pas être très très loin. Je dis ça évidemment sans aucune précision. Mais là, Rumors, on est sur un film donc très coloré, aux couleurs très chaudes, avec une image vraiment beaucoup plus réaliste. Donc à première vue, on se dit, oula, c'est quand même éloigné un peu des films de Guy Madin, mais pas tant que ça. Hein. Voilà, il y a des effets spéciaux vraiment très à l'ancienne. Il y a une lumière en forêt de nuit qui est qui a un effet un peu surnaturel à l'ancienne, très classe, qui fonctionne toujours. Et donc le pitch, voilà, donc c'est les dirigeants des plus grandes puissances mondiales qui se retrouvent comme des cons en forêt, perdus tout seuls. Donc voilà, c'est le truc. C'est pas le premier film qui le fait, mais voilà, ramener vraiment des personnes à des postes très très haut placés, mais ramener à l'individu dans ses nécessités biologiques pour survivre, et même c'est leur propre faiblesse ou médiocrité. Enfin voilà, ça parle un peu aussi de malheur amoureux, de petites gaffes, de tout ça. Enfin voilà. Et le film dit comme ça, c'est vraiment une satire politique et tout. Les réalisateurs s'en défendent un peu, ils disent que c'était pas vraiment voulu. Alors je sais pas trop comment classer le film. C'est un peu une farce comme ça, une farce un peu horrifique, parce que effectivement donc ils se réunissent un après-midi vraiment dans un tout petit kiosque à côté d'un bois, et à un moment, on sait pas trop pourquoi, il y a une menace complètement inconnue qui les font se perdre en forêt. Et là, ils passent la nuit en forêt, il y a une ambiance un peu horrifique. Alors le film est produit entre autres par Ari Aster. Et donc, on est un peu dans ce registre comme il avait fait avec Boys Afraid, un truc un peu qui fait peur et aussi assez comique. Mais disons que Rumors, c'est un peu comme si Jean-Pierre Mocky avait réalisé un scénario de George Romero. On peut dire ça comme ça. Vaut mieux ça que l'inverse, remarque. Oh ouais. Oh, pourquoi pas. Je dis, je donne sa chance au produit. Mais... je donne la chance aussi au produit. Mais non, c'est vraiment un film. C'est comme des films de Guy Madin. C'est très singulier et c'est complètement délirant. Enfin, c'est fou. C'est complètement fou, et c'est bien d'en parler pour cet épisode, puisque bon, moi je trouve que des cinéastes fous, il n'y en a pas des masses. Ouais. Mais Guy Madin il en fait partie, tout comme Ariel. Voilà. Comme nous allons en parler après. Oui. Voilà. Je pensais exactement à Ariel Dombal quand t'as parlé de cinéastes fous. Parfait. Trop bien. On retombe toujours sur nos jambes. On en revient toujours à Ariel Dombal. Voilà. C'est fou. Avant justement de passer à la partie dossier, on avait quelques films dont on voulait peut-être pas forcément parler en détail,
mais qui nous ont intrigués. Donc le premier, c'était Benjamin qui l'avait repéré. Donc de la même façon que là, il nous a parlé de Kessari Chapter 2, il avait un moment pensé parler de Le Trésor perdu 2, Les reliques de Sainte-Anne. Ouais, un film qui nous vient du Sud, réalisé par Stéphane Garrigue. Voilà. Donc du coup, ouais, ça a l'air fou. Il faut absolument que vous voyiez la bande-annonce de ce truc. C'est un film qui ne sort que en Occitanie, semble-t-il. Et c'est sorti donc cette semaine, 16 avril. Ouais. Et c'est une comédie familiale. Et ça, c'est génial parce qu'en général, la série B, c'est toujours les films de zombies, les trucs comme ça. Là, c'est une comédie familiale d'aventure inspirée par les 6 compagnons, le Club des 5, etc. Avec une enquête, avec des enfants qui enquêtent sur la disparition de quelqu'un. Ça a l'air amateur as fuck, comme on dit. Pas étalonné, a priori. Ouais, enfin voilà quoi, enfin non, ça ne va pas quoi. Et donc ouais, non, ça j'ai très très envie de le voir. Ouais. Je sais pas comment je le verrai, mais si Stéphane Garrigue nous écoute, franchement, on veut voir tes films. Produit du coup par Chocolatine Productions. Voilà. C'est ça, c'est très important. Voilà, et tu m'étonnes que ça s'exporte pas en même temps, en dehors d'Occitanie. Au bout d'un moment, on fait des choix. Mais bon. On va maintenant entrer dans un registre un peu plus musical. Donc, alors moi, il y a déjà un film dont je vous ai pas parlé avant d'enregistrer, mais dont je viens de me rendre compte qu'il ressortait prochainement. C'est le live à Pompéi de Pink Floyd. Ah oui. Où moi, je suis juste très très impatient de voir ça parce que j'avais vu l'ancienne version dans lequel ils avaient reproduit la catastrophe, le drame, la tragédie de Pompéi avec des images de synthèse, mais des images de synthèse genre Windows 95, quoi. Cinématique de jeu des tout débuts du CD-ROM. J'espère franchement qu'ils ont gardé ça, quoi. Qu'ils n'ont pas fait un truc plus Michael Bay, voilà. Donc, et puis, ne serait-ce que pour pouvoir écouter un live de Pink Floyd dans les ruines de Pompéi au cinéma, franchement, ça peut bien donner, quoi. Un autre film qui a attiré notre attention, rien que sur le principe de base du film, c'est Bernadette Soubirous, la comédie musicale. Ouais, le spectacle, ouais. Ça a l'air bien. Hein. Bah, c'est genre Notre-Dame de Paris, mais sur Bernadette Soubirous, quoi. Voilà, à Lourdes. Donc c'est trop bien, quoi. Demandez le journal le dimanche. Apparition miraculeuse. Une jeune fille dit avoir vu la Vierge. Demandez le journal le dimanche. Bernadette Soubirous est-elle une menteuse? La rumeur est là, apportée de voix. La rumeur va comme elle va de soi. Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Alors que battent les tambours, pour que s'éveillent les hommes sur terre, qu'ils disent enfin que pour toujours, elle sera celle qui nous éclaire. Juste, parce que quand même là, l'émission dure pas assez longtemps, je voulais juste signaler quand même à la fin du mois la sortie de Ravage, le nouveau Gareth Evans sur Netflix. Mm-hmm. Ok, c'est pas la cible. Ok, d'accord, il y a Tom Hardy, machin, mais ça va être la bagarre. On aime bien la bagarre. Il y a un potentiel que ce soit à chier parce que c'est un film qui a été tourné en 2021 et qui sort seulement maintenant. Mais en même temps, Gareth Evans, il a juste dit qu'il y avait 2-3 scènes à re-shooter et que juste le calendrier était très compliqué à faire et tout ça, et que c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. On a envie d'y croire. Voilà. Mais après, ça reste pertinent d'en parler parce que t'as des films en streaming qui passent totalement inaperçus. Ouais. Ouais, mais là, c'est la bagarre. Ouais. Voilà, on attend le crossover avec Kessari, tu sais, avec l'avocat de Kessari qui arrache sa robe d'avocat et qui va se bastonner. Ça peut être beau.
Surtout que moi, ma référence en termes d'avocat, c'est Louis Rego au tribunal des flagrants délires, donc forcément, là, on change, quoi. Rêve de vieux. Hein. Oui, mais rêve quand même. C'est quoi vos films? Des westerns, des policiers? Ce sont des films d'amour. Ah, j'ai vu tous vos films à la cinémathèque. Oui, moi je les ai jamais vus, alors. Et ceux des autres non plus d'ailleurs. Le patron de cette salle avait, sans le savoir, la meilleure programmation de toute la France. Tout comme, sans le savoir, Feuillade faisait des chefs-d'œuvre. Je ne comprends pas comment les gens peuvent me prendre pour un créateur, alors je fais toujours n'importe quoi. Et truc chouette en ce moment? Il y a un film bouleversant qui s'appelle Morne-Plaine. C'est une histoire qui se passe dans le Nord, sur l'angoisse du chômeur qui regarde son péril. C'est en noir et blanc, caméra à la main, joué par des amateurs. Moralité d'ailleurs, il vaut mieux faire un film incompréhensible et plaire que le contraire. Au revoir, monsieur.